Alors, bonjour tout le monde. Comme vous avez vu sur la feuille de route, cette séance sera divisée en deux parties. La première partie sera sur normalement ce que vous deviez faire comme exercice sur le logiciel Login. Vous aviez à installer le logiciel et à suivre le tutoriel avec deux exemples simples de machine unique puis d'un flowchart. Normalement, nous aurions peut-être 10 à 15 minutes juste pour discuter ce que vous n'avez pas bien compris sur le logiciel. Puis, on passe directement en résumé du cours et éventuellement correction des exercices que vous n'avez pas bien assimilés ou bien que vous n'arrivez pas à résoudre tout seul. Avant de commencer, qu'est-ce que vous voyez sur l'écran, s'il vous plaît? Vous voyez la présentation uniquement ou vous voyez autre chose? Quelqu'un me répond parce que j'arrive pas à vous voir. Qu'est-ce que vous voyez? Uniquement la présentation. La présentation, d'accord. Donc, je vais commencer par un petit rappel rapide sur ce que nous avons vu sur tout le module, puis on passe à l'application pratique. Alors, ce que nous avons discuté au début, nous avons commencé tout d'abord par présenter les concepts fondamentaux de l'ordonnancement des opérations et les différentes techniques permettant d'établir des calendriers de production qu'on a appelés optimisés, et ce, en fonction de ressources disponibles et des caractéristiques du système. Donc, l'objectif est de déterminer des dates de début et des dates de fin de tâches associées à ce qu'on a appelé une commande ou encore un job. Dans l'exemple ici, nous avons appelé commande ou job JI et chaque job a des données. Les données peuvent être toutes disponibles ou on peut avoir une combinaison de données selon ce qu'on a appelé un objectif de l'ordonnancement. Donc ici, par exemple, nous avons comme données un atelier de 2 machines et nous avons éventuellement des données sur chaque job ou chaque commande. Ici, nous avons 3 commandes. L'atelier est évidemment un flowchart puisque lorsque nous avons établi le Gantt de la solution optimale, nous avons un même ordre de passage sur les 2 machines. Donc, dans cet exemple-là, nous avons un atelier en flowchart de 2 machines pour l'ordonnancement de 3 jobs. Nous n'avons pas une idée sur l'objectif. L'objectif peut être lié ou bien à des retards, que ce soit en nombre de retards, nombre de tâches en retard, moyenne de retard ou encore moyenne pondérée. Ça peut être lié à un temps de circulation ou autre. Les types d'ateliers qu'on peut avoir, on peut avoir une machine unique, on peut avoir un flowchart, un job shop ou encore un open shop. Flowchart, c'est-à-dire on a un même ordre de passage de toutes les commandes devant les machines, les postes dans le cas général. Un job shop, on peut avoir des commandes ayant un ordre de passage différent pour un même problème d'ordonnancement. Pour le flowchart et le job shop, nous avons un ordre déjà défini. Pour le open shop, c'est le cas le plus général. On n'a pas d'algorithme qui n'est pas numérique. Donc, on ne peut résoudre le problème en open shop que numériquement, avec le KIN par exemple. Ce sont des problèmes où l'ordre de passage n'est même pas défini. Donc, c'est le cas le plus général. La représentation des problèmes d'ordonnancement est normalisée par 3 paramètres qu'on a appelés alpha, bêta et gamma. On va considérer par exemple un des algorithmes que nous avons déjà eu, l'algorithme de Moore. C'est un algorithme qui optimise le nombre de tâches en retard sur une seule machine. Donc, si on veut représenter ce problème par
la représentation normalisée alpha, bêta, gamma, nous aurons alpha égale à 1 parce que nous avons une seule machine, gamma égale à la somme sur i, nombre de tâches DUI, c'est-à-dire le nombre de tâches en retard. Si vous revenez à au contenu de la première séance, vous allez trouver les notations de tous les objectifs et de tous les paramètres. Et nous ne pouvons pas définir le retard si nous n'avons pas les délais de livraison. Donc, nous devons avoir un délai de livraison. Dans l'exemple, la représentation du problème est, comme vous la voyez ici. La remarque, c'est que pour gamma, pour notre cas, on ne peut avoir qu'un seul objectif. Bêta peut avoir un paramètre, deux paramètres, plusieurs paramètres où elle peut être vide, comme l'exemple des deux premiers algorithmes que nous avons déjà eus, qui sont l'algorithme de Johnson, qui est utilisé pour optimiser l'ordonnancement d'un nombre de commandes, de n'importe quel nombre de commandes sur un M machine en Flowshop, avec un objectif de minimiser ce qu'on appelait le max-span ou le Cmax. L'algorithme de Jackson, c'est utilisé pour le job shop. Les algorithmes que nous avons vus, c'était un Jackson pour 2 machines, 3 machines. Pour Johnson, nous avons vu une application, quel que soit le nombre de machines. Aujourd'hui, on va appliquer, si on aura du temps, un Jackson sur un nombre quelconque de machines. L'objectif est toujours la minimisation de la date de fin de la dernière tâche ou le max-span Cmax. Nous avons aussi parlé ou appliqué, puisque parler l'algorithme de Moore-Hudson qui est, comme nous avons déjà vu dans la diapositive précédente, un algorithme utilisé pour optimiser le nombre de tâches en retard pour un atelier à machine unique. Nous avons aussi appliqué l'algorithme de Roy, qui n'est pas un algorithme d'ordonnancement, mais un algorithme utilisé pour déterminer les dates de fin, début et fin de chaque tâche sur chaque poste de travail. Pour un Flowshop, c'est un cas particulier aussi. Nous avons passé ensuite à un cas particulier d'ordonnancement qu'on appelait l'ordonnancement des travaux selon ce qui est appelé le temps de mise en route. Et c'est utilisé surtout pour les travaux qui nécessitent des réglages. Nous avons pris l'exemple de peinture. Et la dernière séance, celle d'avant, je ne me rappelle plus, l'essentiel, l'algorithme suivant, nous avons eu l'algorithme d'affectation, qui est un algorithme d'optimisation de la durée totale d'exécution des tâches avec des restrictions d'application, à savoir avoir un même nombre de postes que de tâches à affecter. Ça revient à chercher un couple tâche à effectuer et poste au opérateur qui va effectuer cette tâche-là. Et la dernière séance, nous avons eu un exemple d'algorithme d'ordonnancement dans le système de service qu'on appelait algorithme d'ordonnancement des cycliques des tâches. C'est un algorithme utilisé entre autres pour déterminer le nombre d'employés nécessaires pour un service bien déterminé dans les hôpitaux, par exemple. Pour cette séance, nous allons généraliser tout ce que nous avons vu, c'est-à-dire nous aurons la possibilité d'appliquer, de résoudre n'importe quel problème d'ordonnancement, quel que soit le nombre de machines, quel que soit l'ordre de passage, en utilisant un outil numérique appelé le Kino. Vous arrivez à voir l'interface du logiciel, je suppose. Oui? Vous êtes là? D'accord. Alors, si vous installez le logiciel, vous avez le lien d'installation. La première chose à faire, c'est de lancer, bien sûr, le logiciel. Puis, il suffit ici de cliquer sur OK et vous avez les différentes possibilités de modélisation des ateliers. Vous pouvez modéliser un atelier à machine unique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question?
Sinon, fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, le KIN nous donne la possibilité de résoudre des problèmes d'ordonnancement sur une machine unique, sur des machines parallèles, des machines en série en flow shop, des machines ou des ateliers organisés en job shop et d'autres types d'ateliers appelés flexibles. Si on aura du temps, on aura la possibilité de voir des exemples. Nous pouvons aussi ouvrir des projets déjà exécutés, c'est le cas pour tous les logiciels, et le KIN nous donne aussi la possibilité d'utiliser des exemples dans sa bibliothèque. C'est une bibliothèque riche avec des exemples plus ou moins standards qu'on peut utiliser pour résoudre ou pour simuler des problèmes particuliers. Avant de passer à l'exemple, je vais vous présenter un document que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, c'est un document assez volumineux. Je vais essayer de résumer parce que c'est une tâche en asynchrone, je vous rappelle ça. Alors, c'est juste une introduction sur l'utilisation de l'EKIN. C'est comme un petit manuel d'utilisation, un tutoriel d'utilisation. Alors, c'est quoi le KIN tout d'abord? Comme vous avez vu dans lorsque j'ai lancé le logiciel ici, le KIN nous donne la possibilité de définir tout d'abord l'environnement des machines, c'est-à-dire le layout ou l'organisation des ateliers et puis utiliser un modèle ou un algorithme bien déterminé. Ce que vous voyez devant vous ici, c'est le plan de la présentation. Nous allons avoir un rappel. Je vais vous présenter un petit rappel sur l'environnement, les environnements que nous pouvons appliquer sur le KIN, les méthodes de résolution, la résolution graphique, puis on va essayer de résoudre deux exemples. Un premier exemple sur une machine unique, un environnement de machine unique, puis un flow shop. Où on va voir un exemple de cours, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, le KIN, c'est un système, c'est un environnement qui permet de résoudre les problèmes d'ordonnancement. Il nous permet de modéliser graphiquement un problème, c'est-à-dire nous n'avons pas à saisir un code ou à modéliser mathématiquement un problème. Je reviens vers le logiciel. Ici, si on va commencer par la machine unique, on va sélectionner machine unique et le KIN va me permettre de saisir les paramètres de cette machine unique, le nombre de jobs ici, et ici on ne peut pas modifier le nombre de machines puisqu'il s'agit d'un atelier à machine unique. On va voir qu'est-ce qui se passe si nous aurons plus qu'une machine. Vous pouvez ici trouver les liens pour des références qui peuvent vous aider à utiliser le KIN dans une situation plus avancée si vous avez travaillé sur le KIN sur un projet ou autre. Et vous avez aussi le lien de téléchargement que je vous ai déjà envoyé la semaine dernière. Nous avons déjà discuté qu'est-ce qu'on peut avoir comme environnement. Ici, vous avez les règles que nous avons déjà eues lors des 2 premières semaines. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme règle de priorité? On peut avoir le DD, c'est le temps, la date de fin la plus proche. On peut avoir le temps opératoire le plus court, la règle first in, first out, ou d'autres règles. Vous pouvez vous rappeler de ces règles à partir du cours, ou encore le ratio critique. Si vous vous rappelez, le ratio critique, c'est une méthode itérative. C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'itérations, un nombre strictement supérieur à 1 d'itérations à effectuer pour trouver l'ordonnancement optimal. Avec le KIN, on peut trouver ça par un simple clic. On peut juste saisir, il y a des règles à appliquer pour saisir les paramètres, mais après avoir saisi ces paramètres-là, il suffit de sélectionner la règle ratio critique, de cliquer sur OK pour avoir l'ordonnancement, et plus que l'ordonnancement, pour avoir, vous allez voir ça par la suite, le diagramme Gantt du problème d'ordonnancement optimisé.
Ça, en ce qui concerne les règles de priorité. Lekin nous offre aussi la possibilité d'utiliser des heuristiques. Ce sont des méthodes, des algorithmes évolutionnaires, des algorithmes avancés de résolution de problèmes d'ordonnancement et nous offre plusieurs autres possibilités. Je vous laisse le soin de voir ça si vous êtes curieux sur ça. Alors, les objectifs qui peuvent être les critères de performance de l'ordonnancement cherché sont ceux que nous avons déjà eus. Il y a quelques objectifs que nous n'avons pas évoqués au cours, mais principalement c'est le make span, c'est le maximum de retard, Tmax, c'est le nombre de tâches en retard comme le cas de l'algorithme de Moore, c'est le temps de circulation total, le temps de circulation pondéré aussi, le temps de circulation total pondéré et le temps total de retard pondéré. On a déjà discuté que ça veut dire la pondération, que ce soit pour les temps de circulation ou les temps de retard. Je vous rappelle rapidement, pondérer par exemple les retards, c'est-à-dire que fixer ou attribuer un poids plus important à un retard remarqué sur une tâche qu'un retard remarqué sur une autre tâche. Ça peut être lié à un client, par exemple. Nous avons 3 tâches à ordonnancer. Il y a un client qui est 2 fois plus important que les 2 autres clients. Par exemple, ce que ça veut dire important, c'est en termes d'indemnité, par exemple. Si nous avons la commande de ces clients-là en retard, nous aurons à payer une indemnité plus importante que les 2 autres clients. Donc, je donne un poids plus important au retard remarqué ou enregistré pour ce client-là. De même pour le temps de circulation. On va voir ça sur le logiciel par la suite. L'interface graphique de Lekin, vous la voyez devant vous. Elle sera divisée en 3 parties. La partie en haut nous présentera la solution. La solution de Lekin peut être représentée sous forme d'un diagramme Gantt. Quand vous le tracez à la main, vous l'aurez ici automatiquement après avoir résolu le problème. Ça, c'est le résultat de la résolution. Ce que vous allez saisir, sont les informations sur les machines et les informations sur les jobs ou les commandes. Il y a une méthode, il y a un paramétrage à faire pour introduire ces informations-là sur Lekin. Puis, on va cliquer, vous allez voir sur Scheduling ou Schedule et vous aurez le résultat après avoir choisi l'algorithme convenable pour la résolution. Si vous avez les détails de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et après avoir résolu le problème, une fois on a résolu le problème, on peut interpréter les résultats. On peut générer des graphes, on peut tracer des tableaux, des objectifs, des différents objectifs, etc. Il y a différentes méthodes pour analyser les résultats. On va voir quelques-unes tout à l'heure. Comment faire pour résoudre un problème d'ordonnancement sur Lekin? On va suivre principalement 3 étapes. La première étape, comme n'importe quel logiciel de résolution, on commence par saisir les informations, les données du problème. Pour nous, les données que nous allons saisir, ce sera le nombre de machines, le temps de traitement de chaque job sur chaque machine et les informations, bien sûr, relatives aux commandes. Des délais, des processing time, ça va dépendre de l'objectif. Puis, on va choisir l'algorithme de résolution et à la fin, on finit par une résolution. Le premier exemple, c'est un exemple de machine unique. On va résoudre ce problème, essayer de résoudre ce problème sur Lekin. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer d'avoir les deux.
les deux écrans à la fois, les deux interfaces à la fois. Alors, on va ouvrir un nouveau projet. Et on va sélectionner pour le moment machine unique. J'aurai besoin de vos réponses, s'il vous plaît. Donc ici, nous avons une machine unique et combien de jobs? 4. Donc ici, par défaut, nous cliquons sur OK. Par la suite, nous allons saisir les données de chaque commande. Vous pouvez ajouter des commentaires, par exemple. Ici, on va ajouter un premier job qui aura cette couleur dans le diagramme Gantt. Alors ici, vous pouvez introduire le ready time, le due time, le poids. Ici, on va laisser on va faire varier le poids. Le processing time, on va laisser le status tel qu'il est. On va garder le A pour le moment. Alors, on commence. Est-ce qu'on a un release date ici? Est-ce que Non. le ready time est là? Non. Le due date? Oui. Oui, c'est 4. 4. Le poids? 14. Le 14. processing time? 10. 10. Lorsque vous cliquez sur OK, vous aurez à saisir le deuxième job. Donc, kiff, le due date sera 2. Oui. 12 et 10. Et 10. D'accord. Le troisième, ça sera due date 1. Vérifiez avec moi, s'il vous plaît, avec un poids égal à 1 et un processing time égal à 13. Et le dernier, due date 12, poids 12 aussi, et le processing time égal à 4. Oui, non. Oui. Nous avons terminé avec les jobs. Nous allons par la suite, et tout ça, vous pouvez le trouver ici. Comment faire pour saisir, vous allez trouver ça ici. D'accord? Donc, vous cliquez sur machine unique, choisir l'environnement, choisir le nombre. Et on n'a pas à choisir le nombre parce qu'il s'agit d'une seule machine. Bah, on va voir s'il y en a plus de machines, on aura à choisir. Le qui nous laissera la possibilité de choisir. Le nombre de machines, le nombre de jobs, ici nous avons 4 jobs, puis vous avez les détails à saisir ici. Donc, vous avez les imprimes écran que vous allez utiliser. Et nous sommes arrivés ici, jusque-là. Nous avons créé 4 jobs avec les informations relatives. Donc, vous pouvez ici lire, remarquer que les jobs sont, les informations que nous avons saisies sont affichées sur ce tableau-là. Nous allons par la suite passer à la résolution. Comment on va faire pour résoudre ce problème? Ce que nous allons faire, tout simplement, on va cliquer sur Schedule, puis on va sélectionner une règle de priorité. Ici, on ne parle pas d'algorithme parce qu'on a une seule machine. On va, par exemple, choisir qu'est-ce que vous proposez. Qu'est-ce que vous proposez qu'on choisisse ici? On peut choisir ce que vous voulez, EDD, First in, First out, Last, Longest Processing Time, SPT, ratio critique. On peut choisir ce qu'on veut. On va choisir, par exemple, SPT. Et vous aurez affiché ici le résultat de l'ordonnancement. D'accord? Normalement, on peut afficher les deux. Voilà. On peut afficher les trois même. Voilà. Et nous avons ici l'ordonnancement. D'accord?
Ici, nous avons lancé un ordonnancement selon quoi j'ai lancé? Selon le temps opératoire le plus court. Vous pouvez vérifier ici le temps opératoire le plus court. Oui, non, le temps opératoire. Quel est le temps opératoire le plus court? C'est 4. 4. Pour le job en vert ici, le job 4, et c'est ce qui est affiché ici. Si on veut choisir par exemple EDD, qu'est-ce qu'on va trouver comme premier job, première commande? Le due time le plus proche. On va trouver quel job? Si on va choisir ça, si on va choisir cette règle-là, qu'est-ce qu'on va trouver comme premier job? Le due time le plus proche ici. Job 3. On vérifie. Voilà, on a trouvé le job 3, puis 2, puis 1, puis 4. Donc, toutes les règles de priorité sont possibles. Si on va choisir FIFO, par exemple, on va avoir le même ordre. 2, 3, 4. Voilà, on va trouver le même ordre de saisie. FIFO pour le kill, ça sera le même ordre de saisie. D'accord? Et on peut continuer avec toutes les règles. La remarque ici, c'est que ici vous avez remarqué que le ratio critique, c'est, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est par un simple clic. Non. Le ratio critique. Mais, la remarque, juste en attendant que ça s'affiche, c'était quoi la remarque? La troisième étape, ce sera une... c'est pas enregistré. Hein. La dernière étape, c'est une analyse des résultats. L'analyse des résultats, ça peut être relative à une seule règle appliquée, ou bien ça peut être une comparaison des différentes règles appliquées. Je dois refaire ici. Est-ce que vous pouvez me dicter les premiers paramètres? Allez toucher au moins le document. Oui. Tiens, les données. Hein. Premier job. Rapidement. Due date. 4, 14, 10. 4. 14, 10. 14. 10. D'accord. La deuxième. 2, 12, 10. 2. 12. Oui. Troisième. 1, 1, 13. 1. 13. Oui. Ok. Et le quatrième? 12, 12, 4. 12. Et on va, par exemple, appliquer first in, first out. Voilà. Mais, je vais laisser uniquement first in, first out et je vais voir les résultats. Pour visualiser les résultats, vous cliquez sur Tools, puis Objectif. Puis, vous pouvez sélectionner tous les résultats. Elle a un résultat bien particulier. Maintenant, par exemple, on va visualiser uniquement le Mexpan. Quelle est la valeur du Mexpan? Ici, vous avez le Mexpan uniquement pour la règle. Ici, vous avez une seule règle qu'on a lancée, first in, first out. Si nous lançons une deuxième simulation EDD, par exemple, et nous cherchons l'objectif. Mexpan aussi. Nous allons trouver une comparaison entre les deux règles de priorité choisies. D'accord? On peut visualiser une seule si vous avez besoin de faire ça. Donc, vous aurez des comparaisons autant que vous avez déjà lancé de simulations. D'accord? Par exemple, ratio critique. D'accord? On peut visualiser aussi d'autres paramètres. Par exemple, je vais choisir toutes
les possibilités et vous aurez ici à comparer entre les ratios critiques des différentes méthodes. Ici, il est où le ratio critique? On prend par exemple la somme des tâches en retard ici. Si vous prenez la somme des tâches en retard, qu'est-ce que vous pouvez dire du résultat? Si vous allez comparer toutes les règles déjà lancées, est-ce qu'il y a une différence pour le résultat du nombre de tâches en retard ici? Est-ce qu'il y a une différence ou toutes les méthodes ont le même nombre de tâches en retard? Est-ce que vous arrivez à lire le graphe ou pas? Vous n'avez jamais utilisé ce graphe? Je pense que oui. Hein. Oui. Alors, ici, par exemple, pour le nombre de tâches en retard, la somme des UJ, nous avons le même résultat quelle que soit la méthode. Bien sûr, chaque méthode est relative chaque couleur est relative à une règle de priorité. Ici, toutes les règles de priorité me donnent un même nombre de tâches en retard. Donc, si mon objectif est de minimiser le nombre de tâches en retard, je suis libre d'utiliser n'importe quelle règle de priorité. De même pour le Cmax. Si mon objectif est par exemple, un retard pondéré. On n'a pas... Si, on a fait entrer des pondérations. Donc, selon la pondération que nous avons entrée pour chaque tâche, si nous allons utiliser first in, first out, nous allons avoir ce retard-là. Si nous allons utiliser, par exemple, EDD, nous allons avoir ce retard-là. Donc, si notre objectif est de minimiser le retard pondéré, il faut mieux utiliser quelle règle de priorité? La première. D'accord? Donc, si nous avons un même point, c'est que cette règle de priorité ou cet objectif est le même, quelle que soit la règle de priorité sélectionnée. Si nous avons, comme le cas des retards pondérés ici, des différents résultats, c'est que nous pouvons choisir si notre objectif est la somme des retards pondérés, nous avons à choisir la méthode qui nous donne le retard pondéré le plus petit, bien évidemment. D'accord? Ce qui est important, c'est que vous ne pouvez comparer le résultat d'une règle de priorité que si cette règle-là est déjà lancée. D'accord? Donc, on peut visualiser, on peut comparer, par exemple, la remarque sur le running time, c'est un temps de calcul. Bon, pour nous, ce ne sera pas très indicatif parce que le temps de calcul est réduit. C'est très intéressant lorsque nous avons des centaines de tâches, des centaines de machines. D'accord? Donc, si vous visualisez uniquement le temps de circulation, par exemple, ici, vous allez avoir uniquement le temps de circulation. La comparaison des temps de circulation des différentes méthodes. La somme de CI. D'accord? Il y a d'autres interprétations qu'on peut faire. C'est ici, lorsque vous cliquez sur Tools et Performance, ça vous affiche les résultats, les chiffres. Donc, les résultats chiffrés. Total de temps de circulation, le temps de retard. Si vous vous rappelez bien, c'est ce que nous avons calculé dans les tableaux de la première séance pour les règles de priorité. Calculer le make-span, les sommes de retard, on peut collecter les informations pour une éventuelle comparaison si nous avons besoin de ça. D'accord? Voilà ce qu'on peut, ce qu'on peut avoir comme résultat pour une machine unique. Si on revient ici, vous allez trouver les explications que j'étais en train de vous dire.
Donc, si on applique la règle EDD, on va trouver ce séquencement-là. La règle LPT, le temps opératoire le plus lent, on va trouver ça. Allez, on peut utiliser le WSPT, le temps opératoire le plus court, pondéré, parce que nous avons introduit une pondération. Donc, nous aurons une autre combinaison, un autre ordonnancement devant la machine unique. Et ici, vous avez les graphes d'interprétation des résultats. Ici, nous avons une comparaison entre 4 méthodes. Et la possibilité de comparer 3 paramètres pour une même règle de priorité. D'accord? Pour maintenant l'exemple de machines multiples. Est-ce que quelqu'un a installé le logiciel? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a installé le logiciel déjà? Non? Personne? Oui. Installé ton Est-ce que tu peux partager ton écran et essayer de travailler ensemble? Est-ce que tu veux faire ça? D'accord, tu peux essayer pour le Flowshop. Est-ce que tu veux faire ça ou pas? C'est pas obligatoire. Si tu ne veux pas, je peux le faire moi-même. Oui, merci. Hein. Tu peux partager ton écran et on va travailler ensemble le Flowshop. D'accord? Merci. Bien. Alors, tu vas commencer. Tu commences par lancer le logiciel déjà. Je vais te faire montrer. Oui. Oui, je vais arrêter pour le moment la présentation pour que tout le monde... Voilà. Bien. Oui. Oui. Et tu peux l'enregistrer, oui. Oui, tu vas... Tu peux agrandir l'écran du logiciel et on va... Ah, d'accord. Hein? Oui. Alors, ici, nous avons quoi? Ça va. Alors, ici, nous avons, lorsque Racine a sélectionné Flowshop, la possibilité de choisir, voilà, de fixer le nombre de workplace, de work centers. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Racine قاعد تحكي. مانيش نسمع فيك يا راسين. انت قاعد تحكي ولا لا؟ تحب انا جيكسبليك ولا انت؟ J'explique donc. Ah, d'accord. Bien, alors, nous avons quoi? Nous allons sélectionner combien de postes de travail? Combien de work center? 5 ou 4? Qui peut répondre? 5 ou 4? Ici, nous avons 4 lignes et 5 colonnes. Combien de postes de travail? 4, oui. 4, donc on va sélectionner 4 postes de travail et 5 commandes. Est-ce que tu peux faire ça, Racine, s'il te plaît? Donc, nombre de postes de travail égale à 4. Ici, le premier paramètre, au lieu de 50, ce sera 4. Et 5 jobs. Tu cliques uniquement sur OK. Voilà. Et
nous allons commencer à saisir les informations. On va commencer par le premier centre de travail. Donc, comment on va faire ça? Tu n'as pas la même version que moi, mais c'est pas grave. Mais ici, est-ce qu'on a un due date? Est-ce qu'on a un ready time? Est-ce qu'on a un temps de RI? Non, on n'a pas de ready time. On n'a que de temps de traitement, de processing time. Vous cliquez sur Setup Matrix, s'il te plaît, Hassan. On va saisir les différents temps opératoires. Setup Matrix. Madame, شنو سمعتش مانيش نسمع فيكم. Madame, قلت أنا مسمعش. Clique sur matrice, sur la matrice. On va saisir la matrice des temps opératoires. Donc, tu cliques sur Setup Matrix. B. Est-ce que tu peux annuler, Racine, et je pense que tu as sélectionné, et que tu n'as pas sélectionné un Flowshop au début. Tu as sélectionné un Flowshop. Je pense que c'est pas un Flowshop, ça. New. Voilà, ok. Parce que normalement, on doit avoir... Normalement, on doit avoir une route à saisir. Saisir une route. Mais Setup Matrix, qu'est-ce que tu vas faire? On va saisir la matrice. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle, s'il vous plaît? Sinon, fermez vos micros, s'il vous plaît. Mais normalement, on doit trouver cette Setup route. Je ne sais pas, Anna, je vais travailler moi-même. Workplace. On doit commencer par saisir tous les workplaces. Donc, tu annules la matrice, s'il te plaît, Racine. Tu annules la matrice, voilà, et tu vas créer les workplaces. Donc, tu vas créer les 4 workplaces. OK, OK, OK. OK. Voilà, OK. Et puis, on va créer les différentes jobs. Donc, ici, nous avons uniquement un processing time. Le processing time, c'est le premier job. Edit route, s'il te plaît. Edit route. Edit route, voilà. Oui. Et on va saisir le processing time, puisque les autres paramètres, on ne va pas les modifier. Si nous avions modifié les paramètres, maintenant, on va juste saisir les différents processing time sur la première du premier job. Sur le premier workplace, nous aurons 5. Tu écris 5, Racine, s'il te plaît. 5. 4. On ne voit rien là. Ouais. Tu as saisi les processing time. Donc 5, 4, 7, 8. Tu vas saisir ça. Racine. Tu es là, Racine? C'est bon. On n'arrive pas à voir. Le premier job déjà est installé. Tu cliques sur OK. Et tu continues avec les autres jobs. Continue, Racine.
Oui. Merci. Et on garde les autres paramètres tels qu'ils sont. D'accord? On clique sur OK et on revient au job suivant. Voilà, ce sera le quatrième, 4, 9, 6, 9. Et le dernier, 9. Voilà, très bien. 9, 13, 5, 1. Voilà, très bien. Vous voyez qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va scheduling, rules. Est-ce qu'on va choisir rules dans ce cas? Donc, c'est un flow shop. Donc, quel est l'algorithme qu'on doit utiliser? C'est un flow shop. C'est l'algorithme de Johnson ou la Jackson? C'est Johnson ou Jackson avec un flow shop? C'est l'algorithme de Johnson. Est-ce que nous avons à choisir Johnson ici? Non. Johnson, il utilise quelle règle de priorité? Johnson, vous êtes sûr? Lorsqu'on applique l'algorithme de Johnson, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on fait, on choisit comment? On choisit le temps opératoire le plus court ou pas? Lorsqu'on applique Johnson, on choisit le temps opératoire le plus... Est-ce que vous vous rappelez de l'algorithme de Jackson déjà? De Johnson, pardon. Est-ce que vous vous rappelez de l'algorithme de Johnson? On commence par choisir quoi? Le temps opératoire le plus court, oui ou non? Le temps opératoire le plus court. Donc, essayez de choisir SPT ici. Choisissez SPT. Et vous aurez l'ordonnancement. Ici, vous avez l'ordonnancement selon, puisque c'est un flow shop, l'algorithme de Johnson. Et est-ce qu'on peut analyser les résultats de cet algorithme-là? Comment on va faire ça? كل job توصل معلوماتك. Voilà. Et on peut par exemple lire les temps d'arrêt de chaque poste. Pour le premier poste, pour le Work Center 1, on n'aura pas de temps d'arrêt et c'est logique parce que dès que le poste est libre, on lance le deuxième job. Pour le deuxième workplace, on a un temps d'arrêt. Ici, on peut le calculer. Pour le troisième, nous avons 2 temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, au début, mais un temps d'arrêt, hein? Les temps d'attente, les temps d'arrêt entre les tâches déjà exécutées. Pour, par exemple, le workplace 3, on a 2 temps d'arrêt entre les tâches grises ou le rouge, ou entre vert et bleu. D'accord? Sinon, comme ce sont des temps d'attente. D'accord? Pour le quatrième work center, c'est ces 2 temps-là. C'est les temps que Racine est en train de vous montrer. Merci Racine. Et si maintenant on veut analyser les résultats, vous cliquez sur Tools, très bien, Objectif ou la performance, quand vous voulez. Vous pouvez choisir tous les paramètres ou elle choisir un des paramètres. Si vous cliquez sur ici, OK, ici, vous allez trouver le graphe représentant le paramètre 1 uniquement SPT parce qu'on a lancé uniquement SPT. Hein.
parce qu'on a lancé uniquement SPT. Donc, continue à lancer, par exemple, EDD, par exemple. Bon, tu choisis ce que tu veux, hein, ce que tu veux. Voilà, et les résultats commencent à apparaître. On peut choisir, par exemple, le ratio critique ou autre. Voilà. Voilà. Et on peut, par exemple, tu peux afficher les chiffres, les résultats en chiffres. Donc, Tools, puis Performance. Voilà, et on a les résultats chiffrés des objectifs. Voilà. Merci beaucoup, Racine. Et tout ça, déjà, dans le manuel d'utilisation qui est très simple à lire, honnêtement. Oui, alors, maintenant, normalement, j'aurais prévu, on prend un exemple du cours déjà, merci Racine, un exemple du cours déjà, du cours déjà traité et essayer de comparer les résultats. Pourquoi j'ai voulu faire ça? En fait, le KIN, voilà, l'utilisation surtout de ce qu'on appelle les heuristiques. Heuristique, qu'est-ce que ça veut dire heuristique? En fait, c'est un algorithme qu'on ne connaît pas exactement comment ça fonctionne. C'est-à-dire les étapes ne sont pas très connues et c'est basé principalement sur des hypothèses. Donc, un exemple qu'on a traité dans le cours avec la méthode de Johnson, j'ai prévu le faire avec une heuristique avec le KIN. On n'a pas le temps maintenant, mais je vous invite à essayer ça. Si vous voulez, on peut trouver une heuristique qui résout le problème avec un temps qui est inférieur à un algorithme de Johnson. Donc, ça existe des méthodes optimisées de résolution qui permettent d'avoir des résultats plus intéressants que les résultats avec les algorithmes manuels. Ça, c'est la première remarque. Une autre remarque, lorsque nous avons parlé de Jackson, si vous vous rappelez de l'algorithme de Jackson, qu'est-ce qu'on a dit pour Jackson? On s'est limité à deux machines. On a dit Jackson, deux machines, on s'est limité à un algorithme de résolution manuelle à deux machines. Mais réellement, les ateliers ont plus que deux machines, bien évidemment. D'accord? Donc, avec le KIN, on peut résoudre n'importe quel problème et n'importe quel type de machine. Il suffit de faire quoi? Il suffit de choisir l'option Job Shop ici. Et vous aurez, je vais saisir un exemple quelconque, vous commencez à saisir les workplaces, puis les jobs et pour les routes, ici, vous avez à saisir, je vais laisser, bon, le résultat, ce sera pas bon, mais il suffit de saisir les données, puis appliquer directement une règle de priorité pour la résolution de Jackson. Donc, implicitement, le logiciel va comprendre qu'il s'agit d'un ordre quelconque de passage. Une remarque suivante, c'est sur les modifications des paramètres. On peut ajouter ou modifier les paramètres. Si on veut ajouter un work center, add ici. Si on veut ajouter une machine, si on veut modifier un job, il suffit de double-cliquer sur ce job. Et si on veut modifier un workplace, on peut faire la même chose. Vous pouvez consulter le help ici, il peut vous donner beaucoup d'informations sur l'utilisation de l'EKIN. Il y a aussi des options d'affichage, des options de présentation des résultats et les heuristiques ici, vous avez des heuristiques déjà installées. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, sur l'écran? Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? علاش ما تقولوليش من بكري وانا نخدم هكا؟ شنو ترى واحد شيء
J'ai rien partagé. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, donc, le KIN nous donne la possibilité de modifier les paramètres déjà sélectionnés. Je vais juste rapidement essayer de refaire. Vous voyez maintenant ou pas? Oui, c'est bon. Mais, alors, si on veut, par exemple, modifier Work Center, il suffit de double-cliquer sur ce centre-là. Et vous pouvez modifier tous les paramètres, de même pour les jobs. On peut modifier tous les paramètres relatifs à ce job-là. On peut ajouter un job ou supprimer un job. On peut ajouter une machine. D'accord? Vous avez aussi le help et la remarque, les heuristiques. J'ai parlé d'heuristiques. Ici, vous trouvez des heuristiques déjà mises en place. La dernière remarque sur le KIN aussi, c'est ça existe sur la présentation. Le KIN présente une bibliothèque très importante de problèmes standards qu'on peut utiliser. Jusqu'à présent sur la version éducative de le KIN. Pour la version industrielle, ça offre plus d'environnement, plus complexe et plus complet, et des règles, différentes règles qui peuvent être utilisées pour appliquer des heuristiques. D'accord? Voilà ce que j'ai à dire sur le KIN pour cette séance. Donc, ce que nous avons déjà résumé, nous avons appliqué. Je vous invite, s'il vous plaît, à essayer au moins de refaire les deux exemples du tutoriel. Au moins, vous essayez de reproduire les deux exemples. Comme là, tous les détails. Comme tous les détails ici qui doivent être appliqués pour résoudre ce problème-là. N'importe quel problème. Vous pouvez essayer les exemples du cours aussi. On a pas mal d'exemples du cours. Et là, personnellement, j'utilise le KIN pour vérifier les résultats des exercices. D'accord? Pour vérifier si j'ai bien résolu ou pas un exercice, j'utilise le KIN pour vérifier les résultats. D'accord? Mais conformément à ce que j'ai mis dans la feuille de route ici, je vous ai proposé tout d'abord de vérifier votre travail sur le KIN, puis de discuter l'importance de ce logiciel. Et la troisième partie, c'est un récapitulatif sur, normalement, ça aurait dû être un récapitulatif, ce que nous avons vu, mais surtout les corrections des exercices que je vous ai proposés tout au long du module, un résumé de la correction. En fait, nous avons déjà corrigé quoi? Nous avons corrigé l'algorithme de Moore, nous avons corrigé l'affectation. Ce qui nous reste, si je me rappelle bien, vous me corrigez si je me trompe, nous n'avons pas corrigé la série sur l'algorithme de Johnson et Jackson, cette série-là avec 3 exercices, et l'exercice que je vous ai proposé la semaine dernière sur l'algorithme d'ordonnancement des systèmes manufacturiers, des systèmes de services, pardon. Des systèmes de services. Alors, ce que je dois choisir maintenant, puisque nous n'allons pas faire tous les exercices, je vais commencer par Johnson et Jackson. Je vous rappelle rapidement le premier exercice. On ne va pas corriger rigoureusement l'exercice, je vais juste vous donner des éléments de réponse. Donc, le premier exercice suppose que nous avons une entreprise qui a recueilli les informations sur cette commande de A à G. Chaque produit devra passer sur la machine de coupe, puis de polissage, dans cet ordre-là. Donc, depuis là, on peut dire qu'on doit appliquer l'algorithme de Johnson. On vous demande, à partir des données du tableau, de calculer le séquencement, d'établir déjà
plus que calculer le séquencement, d'établir le diagramme de Gantt des opérations de façon à minimiser le temps total d'exécution des opérations. Donc, pourquoi on peut appliquer Johnson? Parce que nous avons deux choses. Parce que nous avons un séquencement unique, coupe puis polissage, et parce que l'objectif est de minimiser le temps total d'exécution des opérations. Si nous avons ces deux conditions, on peut appliquer l'algorithme de Johnson. Alors, ici, les données, est-ce que nous avons le processing time qui peut répondre? Est-ce que nous avons le processing time? Parce que l'algorithme de Johnson, normalement, il est basé sur le processing time, oui ou non? Oui. Oui, ici, est-ce que nous avons le processing time? ما نعملوا كالفهم تنحي منها الأخرى. Voilà, tout simplement, on doit calculer le processing time. Ici, le processing time de la tâche de la commande A sur la machine de coupe est égal à 2 et sur le polissage égal à 3. Égal à 3 et ainsi de suite. Et nous aurons, j'ai un problème avec l'internet, un problème avec l'office, donc j'attends un tout petit peu pour que le Word s'ouvre en bas. J'ai essayé de vous préparer des éléments de réponse pour Johnson. Donc, j'ai déjà calculé les processing time. Voilà, vous devez trouver, si vous continuez les calculs, vous allez trouver ces temps-là. Puis, vous allez appliquer Johnson. Comment on va appliquer Johnson? Qui peut m'aider? Quelle est la première tâche à exécuter ici et pourquoi? Donc, si vous allez calculer les tâches de A à G, date de fin moins date de début sur la machine de coupe et de polissage, vous allez trouver ce tableau-là. Le premier tableau, je vais colorer en gris, par exemple. Non, c'est pas joli. Je vais laisser comme ça. Donc, ce tableau sélectionné. On va commencer par quelle tâche et pourquoi? تاج جي مدام. Pourquoi? خاطر عندها الطون أقل وحدة. Donc, l'algorithme de Johnson propose de trouver la tâche qui a le temps le plus court. Ici, nous avons deux tâches avec un temps le plus court. Nous avons F1 et G1. Donc, Johnson, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de placer la tâche au début de la liste. Donc, si on veut tracer 2, 4, 6, 7 tâches. Donc, on va insérer un tableau avec cette colonne et on va commencer. La tâche G, elle a quoi? La tâche G, temps de coupe le plus faible, le temps de coupe le plus faible, à la fin de la liste ou au début de la liste? Au début, normalement. Au début de la liste, pourquoi? Parce que le 1, ça appartient à la première machine. Oui. Le 1, qui est le temps le plus faible, ça appartient à la première machine. Donc, le G sera au début de la liste. Et le F, le 1, c'est la deuxième machine. Donc, je vais la mettre à la fin, le F, pardon, à la fin de la liste. D'accord? Puis, on cherche le temps opératoire qui suit le plus court. Nous avons E, C et A avec un temps opératoire égal à 2. Bon, pour le C, est-ce qu'on a un problème? Pour le C? Non? Parce que le 2, ça appartient à la deuxième machine. Donc, je vais la placer juste avant le F. D'accord? Pour le E et le A, on peut la mettre selon un ordre aléatoire. Pardon. On peut mettre A, E ou bien EA. Et ça ne va rien changer par rapport à l'objectif qui est le Cmax pour l'algorithme de Johnson. D'accord? Voilà. Oui, nous avons 3 pour B et B ici. D'accord?
Voilà pour l'algorithme de Johnson. Donc, ça sera, si on veut vérifier la correction, nous allons trouver G, A, E, P, B, C, E, F. C'est bien ce que nous avons trouvé. D'accord? Et par la suite, on peut calculer les dates de début et de fin pour chaque tâche. Donc, pour le G, on suppose qu'on va commencer à t égale à 0. La date de fin sera t égale à 1. Juste après la fin, puisque nous n'avons pas de temps d'attente ni de préparation, on va lancer le polissage qui va durer 4 ans. Si vous revenez vers la tâche G ici, ça va durer 4 ans, donc la date de fin sera à 5. Ici, dès que la première machine de coupe sera disponible, je peux lancer la deuxième tâche qui est la tâche A et on continue avec cette logique. Le Cmax, il est égal à combien? Dans ce cas, il est égal à 22. D'accord? Et ici, c'est comme si on a appliqué l'algorithme de Roy. C'est comme si on a appliqué l'algorithme de Roy. Si on veut tracer Gantt, on va trouver... J'ai pas tracé Gantt, non? Si on veut tracer Gantt, on va trouver des dates de fin, les dates de fin affichées ici. Hein. Vous pouvez essayer de tracer Gantt. Voilà pour la première question, c'est de établir le séquencement. Bon, je vais pas tracer Gantt, j'ai prévu que vous faites ça, et de façon à minimiser le température. Puis on nous demande de comparer ce que nous avons trouvé pour l'algorithme de Johnson, ici, le Cmax égale à 22, avec celui de la règle premier entré, premier servi. Premier entré, premier servi, c'est-à-dire je vais considérer les tâches comme ils sont présentées ici, hein, A, B, C, D, E, F, G. Puisque nous avons le kin, vous pouvez tracer sur le kin les tâches telles qu'ils sont avec les temps opératoires que nous avons calculés ici. Et vous tracez, vous cherchez le Cmax, puis vous tracez selon l'ordre que nous avons trouvé après avoir établi l'algorithme de Johnson. À votre avis, vous devez répondre correctement. Pour Johnson, certainement, si vous allez résoudre cet exemple-là avec le kin, vous allez trouver 22. Si vous allez résoudre ce problème en appliquant la règle qu'il faut sur le kin, est-ce que vous allez trouver, est-ce qu'il y a une possibilité que vous trouvez 21 par exemple? Non, 28. J'ai 28, vous avez essayé ça? Normalement. Merci. L'essentiel, ce que vous devez trouver avec le raisonnement et non pas avec le calcul, vous devez trouver un résultat qui est aussi bon que 22 ou elle la plus mauvaise que 22. On a 22, 23, 24, 25, c'est correct. Quand elle a 20 ou 21, il faut vérifier la saisie des données. Pourquoi? Parce que Johnson permet d'optimiser le Cmax pour un problème en flowchart, pour un atelier en flowchart. C'est-à-dire, Johnson أقل من الفيفو. Voilà, Dima Johnson أقل من n'importe quelle autre règle de priorité. Donc, si on vous pose la question, est-ce qu'on peut trouver un résultat meilleur que 22? La réponse c'est non, parce que Johnson, c'est l'algorithme d'optimisation du flowchart. De même, si on vous pose la question pour Jackson et une autre règle de priorité ou un autre algorithme proposé. D'accord? Il faut faire attention ici. D'accord? Donc, si vous tracez Gantt, voilà, donc votre camarade a dit que c'est 28, certainement c'est supérieur ou égal à 22. Je peux trouver deux règles de priorité qui me donnent le même résultat, c'est max. Rien n'empêche si ce sera une solution optimale multiple. Rien n'empêche ça. D'accord? Voilà ce que j'ai à dire pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, une entreprise de 4 types de produits et 4 machines selon un même ordre. Donc, je vais appliquer ici Johnson à M machines. J'ai appliqué Johnson à 4 machines. On commence par vérifier les conditions d'application de la règle que nous avons déjà eu en classe, puis appliquer l'algorithme de Johnson en traduisant, en transformant ces 4 machines en 2 machines virtuelles. D'accord? Et puis trouver le séquencement. Trouver le calendrier. Lorsqu'on vous demande de trouver le calendrier, c'est ou bien appliquer Roy ou bien Johnson. Calendrier, c'est-à-dire chaque
tâche, sur la date de fin de chaque tâche sur chaque machine. D'accord? Le troisième exercice, c'est un exercice avec un ordre de passage quelconque, c'est-à-dire je vais appliquer l'algorithme de Jackson. Les étapes de l'algorithme de Jackson, on nous demande d'appliquer un algorithme pour optimiser la durée totale d'exécution avec laquelle on peut appliquer Jackson, puis représenter le résultat par Gantt, ou elle utiliser le Kin pour faire ça. Donc, la première étape est déjà faite. Le regroupement des produits, voilà, des tâches selon l'ordre d'exécution M1 puis M2, la dernière partie M2 puis M1 et uniquement M1 ou uniquement M2. Puis, appliquer Johnson sur cette famille de produits-là, appliquer Johnson sur la deuxième famille, puis chercher deux séquencements, un séquencement optimal sur la première machine et un séquencement optimal sur la deuxième machine. Pour la première machine, par exemple, on va mettre le résultat de l'application de l'algorithme de Johnson sur cette partie, sur cet ensemble de produits, c'est-à-dire l'ensemble des produits qui vont être exécutés sur M1 puis M2 avec l'algorithme de Johnson, l'ordonnancement de Johnson, puis les machines qui sont exécutées uniquement sur M1, c'est-à-dire P4 et P6 dans ce cas, puis le résultat de l'algorithme de Johnson appliqué sur la deuxième famille de produits, c'est-à-dire les produits qui sont exécutés sur M2 puis sur M1. De même pour la deuxième machine. Puis vous devez représenter l'algorithme de Gantt sur de l'ordonnancement sur chaque machine. D'accord? مدام Oui. مدام تبعث لنا بعديك الكوريكسيون ما تبدا في j'ai pas de correction, j'ai pas de correction. J'ai prévu que vous faites correction pendant la séance pour que vous ayez la correction. D'accord? اي مدام نعرف اما معناتها بعديك بشويه كيريفز يلقى حاجه كوريجي كيريفز كان نخدم على روحه راهو لقى الكوريكسيون نتاعو حاضر. Ce que je peux faire, je vous propose, enfin, plusieurs étudiants qui ont rendu l'exercice de Johnson-Jackson au début, vous étiez motivés au début. Ce que je vous propose, comme vous essayez de faire ça, وتعاودوا تبعثوا لي خاطر ما كانوش صحاح برشا les résultats de la première semaine et je vais corriger. Deuxième chose que je vais faire, c'est que lorsque nous serons en présentiel, je peux corriger ces exercices-là et d'autres exercices pour le présentiel. Honnêtement, pour cette séance, je suis très déçue, honnêtement. Juste une simple lecture d'une demi-heure du tutoriel, on fait corriger des exercices. Je ne veux pas aussi sacrifier du temps, puisque vous faites pas l'effort pour faire ça. C'est surtout dans la classe comme vous êtes très sérieux. Bon. Je peux, il peut essayer, m'envoyer et je vais répondre individuellement. Je vais lui corriger à lui l'exercice. Je corrige à chaque étudiant son travail. Je vais partager avec vous la semaine 13, je vais partager avec vous un TD, vous répondez dès que les TD le col, ou les un TD, il m'envoie son travail. D'accord? Alors, en 5 minutes, je vais essayer de résoudre l'exercice sur l'ordonnancement cyclique des tâches. Alors, l'ordonnancement cyclique, il est utilisé principalement sur les entreprises de services. Donc, la première étape, c'est déjà faite ici, c'est de collecter les informations relatives au problème. Ici, nous avons quoi? Ici, nous avons un salon de coiffure pour hommes à l'aéroport de New York qui est ouvert 7 jours sur 7 et qui a une demande fluctuante. Le gérant du salon voudrait présenter à son équipe de coiffeurs une offre stable avec 5 jours de travail et 2 jours de repos successifs. Je vous rappelle et j'insiste sur le fait que là, l'exemple du cours et cet exemple-là, on a 2 jours successifs de repos. On peut avoir
très bien avoir 3 jours successifs de repos, 4 jours successifs de repos. Et dans ce cas, vous allez encadrer le nombre de jours de repos. D'accord? Dans ce cas, on va calculer les besoins en nombre de coiffeurs et proposer une solution optimale pour le gérant affecté aux différents coiffeurs, aux différents employés dans le cas général. Alors, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de choisir. Est-ce que vous voyez le fichier Excel? Oui, madame. Oui. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est de sélectionner les 2 jours successifs qui ont les besoins les plus faibles. Ici, quels sont les 2 jours successifs qui ont les besoins les plus faibles? Donc, je vais commencer à calculer. Est-ce que 11, 10, 10, 11, 10, 7 ou 9? Ce sera 7. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai dit que le premier coiffeur aura comme jour de repos le 2 jours, samedi et dimanche. D'accord? Je règle un peu le... Mais, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le premier employé, c'est le premier employé. Bah, qu'est-ce qu'on fait? -1 pour les Pour الآخرين les ونخليو quoi? الآخر. -1 pour l'aukhrin, on khalio l'aukhar. Qu'est-ce que je dois comprendre ici? Donc, on va soustraire 1 du besoin des jours où le premier employé n'est pas au repos et laisser les 2 jours de repos de cet employé-là tels qu'ils sont. Le besoin khalioha kimahu. D'accord? Haka wala lay l'aukhrin ou l'aukhar. Oui, madame. Oui. Alors, on aura quoi? On aura 5, 4, 4, 4, 5, ouais, 4, 3. 4 et 3. Et ce sera quoi? Ce sera à la base de calcul des jours de repos du deuxième employé. Oui ou non? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit sélectionner ou trouver les 2 jours successifs qui ont les besoins les plus faibles. Ce sera quel jour? 9, 8, 8, 9, 9, 7, 8. Ce sera kif kif Samedi, dimanche. samedi, dimanche. Voilà, et on fait la même chose. Ce sera 4, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3. 4, 1, 2, 4. حتى كي ترجعوا الفيديو vous trouvez quelque chose qui est compréhensible quand même. Ce sera 4, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3. 4 et 3. Très bien. Ça sera la base de calcul de l'employé 3. Oui, on aura 7, 6, 6, 7, 8, 7. Donc, on choisit ou bien ces 3-là ou bien ces 3-là. Qu'est-ce qu'on choisit? Lorsque nous avons le choix, on choisit le couple qui me donne le minimum de jours successifs. Donc, je vais choisir ces 2, 3-là. Je vais avoir 3 pour jeudi. Si je veux choisir ces 2, 3-là, je vais avoir 4. Donc, on va choisir les 2 jours, mardi et mercredi. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Et puis, on aura 3, 3, 3, 2, 3, 3 et 2. Puis, 5, c'est le minimum, ou bien 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que vous proposez? Jeudi, vendredi.
jeudi, vendredi. Et on continue jusqu'à où? C'est quoi la condition d'arrêt? 2 zéros successifs, Je m'en ai à 2 zéros successifs. 2 jours de repos. C'est plutôt 2 jours avec un besoin nul. 2 jours successifs avec un besoin nul. Vérifiez avec moi les calculs, s'il vous plaît. Parce que je ne me suis pas trompée. Normalement, c'est bon. Et jusqu'à présent, nous avons 5 employés. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir maintenant? Le jour de repos? Dimanche, lundi. Dimanche, lundi. C'est une remarque très importante aussi. Il ne faut pas oublier la combinaison dimanche-lundi. Et ça sera à la base de calcul de l'employé 6, 2, 1, 1, 1, 1, 2. 2, 1, 0. Ah, madame. Très bien. Très bien. B, bah, le E7. Qu'est-ce qu'on va faire pour E7? Mardi, mercredi. Mardi, allez, c'est correct, mardi, mercredi, parce que le jour successif, 1, 2, 1, 1. Très bien. Donc, on aura ici 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. 0. D'accord? Et Oui. on s'arrête là. Donc, le besoin pour satisfaire le besoin du salon de coiffure, nous avons besoin de 7 employés. Ces 7 employés, enfin, un de ces 7 employés, le 7e, il peut avoir 3 jours de repos. D'accord? Parce qu'on a ici 3 0. Il peut avoir 2 jours successifs et 1 jour supplémentaire de repos. D'accord? Oui, madame. Voilà, qu'est-ce que je vous propose pour la correction. L'interprétation est beaucoup plus riche que ça. On aura l'opportunité d'interpréter davantage ce genre de problème. Sinon, on a corrigé, je vous ai proposé rapidement, et non, correction kiff, hein. Moore, je vous ai proposé, je pense, Moore, c'est la 3e semaine. Et nous avons corrigé l'exercice. Je vous ai présenté une proposition pour la correction. Je me rappelle bien faire ça. Pour calculer à la fin le coût de retard. Et voilà pour les TD. Cette séance est la dernière. C'est notre dernière séance d'ordonnancement, notre dernière séance en ligne, hein, d'enseignement à distance. Bon, malheureusement, votre intérêt diminue de plus en plus. Vous êtes maintenant uniquement 3, bien que c'est une correction d'exercice. Donc, il ne faut pas oser me demander la correction écrite. Hein. Avec ce taux de présence ou d'intérêt, je ne vais pas vous envoyer honnêtement la correction écrite. Comme j'ai dit, celui qui va m'envoyer son travail, je vais lui corriger en personne les exercices. Sinon, je vous remercie de rester jusqu'à la fin de la séance et nous aurons très probablement quelques séances en présentiel. On va essayer de balayer ce qui reste du module et avoir peut-être d'autres exercices à corriger. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais clôturer la séance et je vous souhaite bonne chance. Merci, madame. Merci à vous.